L'histoire commence alors qu'un mystérieux garçon nommé Juzu arrive pour un travail. On lui dit qu'il n'y aura qu'une seule personne de garde, donc cela devrait être facile pour lui. Juzu a vraiment confiance en ses capacités, alors il dit à son associé de préparer l'unité d'élimination. Quand il arrive, il neutralise immédiatement l'une des caméras. Il entre dans une pièce où une transaction est en cours, et quelques voyous se demandent qui il est. Juzu les ignore simplement, et il se demande seulement s'ils ont un briquet pour allumer une cigarette. Juzu voit qu'ils essaient d'ouvrir un coffre-fort, et il commence à leur tirer dessus. Il est sérieusement en infériorité numérique, mais il les surpasse en compétences. Il se fraye un chemin à travers l'obscurité et élimine chaque voyou un par un. Un gars reste, et il essaie de s'enfuir avec la mallette. Il maudit sa mauvaise chance parce que le vieux gars est un tueur à gages qui éliminera n'importe qui si l'argent est bon. Juzu apparaît de nulle part car il n'apprécie pas d'entendre ces rumeurs à son sujet. Il n'élimine pas n'importe qui, et il s'est fait une règle de ne mettre fin qu'à la vie de ceux qu'il appelle les irrécupérables. Le voyou supplie pour sa vie, mais il ne fait que gagner du temps. Il essaie de tirer en retour, mais Juzu a déjà disparu. Il se retrouve derrière le voyou, et il le frappe pour l'envoyer dans une autre pièce. Après cela, l'associé de Juzu, nommé Kotatu, dit qu'il a fait un excellent travail. Il y avait 25 voyous, et il les a tous détruits. Juzu est contrarié, cependant, parce que Kotatu avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul garde. Kotatu fait remarquer que cela n'avait finalement pas d'importance parce que Juzu est un tueur à gages légendaire. Juzu n'apprécie pas cela et dit à Kotatu de ne plus jamais l'appeler comme ça. Kotatu parvient à ouvrir la mallette pour révéler qu'il y a un nid de guêpes à l'intérieur. Ils vont chercher à manger, et Kotatu est stupéfait par la quantité d'ail que le tueur à gages mange. Le matin, Juzu entre dans son immeuble et terrifie un pauvre enfant. Il ne peut que s'excuser car il n'a jamais été bon avec les enfants. Il avait autrefois une famille, et il se demande si les choses auraient été différentes s'il avait été meilleur avec les enfants. Son travail est tout ce qu'il a, donc il ne pouvait jamais comprendre son propre enfant. Juste à ce moment, Kotatu arrive car il a besoin d'utiliser la salle de bain de Juzu. Nous voyons qu'un insecte rampe sur la veste de Juzu et commence à le suivre. L'insecte le pique, et Juzu est choqué de voir que c'est une guêpe. Il n'en a jamais vu comme celle-ci auparavant, et sa piqûre lui cause une douleur immense. Cela ne fait qu'empirer car Juzu peut à peine respirer. La douleur est atroce, alors il perd connaissance. Quelque temps plus tard, Juzu se réveille et voit qu'une fille nommée Harry le regarde. Il est dans son laboratoire, et elle aimerait qu'il réponde à quelques questions. Elle veut son nom complet et son affiliation. Son nom est Juzu, et il dit qu'il fait partie du syndicat d'assassins appelé Zo. Quant à Harry, elle est la chef de la division scientifique, et c'est aussi son ex-femme. La mémoire de Juzu semble bonne, et ses signes vitaux sont bons. La seule chose qui est étrange, c'est son apparence, et cela semble avoir été causé par la guêpe. Elle venait du nid qui était dans la mallette, mais il y a plus à l'histoire. L'entreprise avec laquelle la cible de Juzu traitait fait des recherches sur la manipulation génétique des organismes vivants. Ce n'était pas une guêpe ordinaire, et ils ne savent pas comment elle a pu changer Juzu. Juzu ne sait toujours pas de quoi elle parle, alors il est stupéfait quand il voit qu'il est maintenant une personne différente. Il est devenu un enfant, et il espère désespérément pouvoir redevenir lui-même. Malheureusement, Harry n'a aucune idée de si c'est possible. Harry est connu pour être un génie, mais elle dit que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent analyser facilement. Juzu a une crise de panique totale lorsqu'il remarque que sa voix est vraiment aiguë. Sa peau est vraiment lisse, et il est beaucoup plus petit maintenant. Harry explique qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part le surveiller. Pour empirer les choses, cela signifie aussi que Juzu devra faire une pause dans son travail. Il dit que ce ne sera pas possible car il a un prêt hypothécaire, des paiements de voiture et une pension alimentaire à payer. Juste à ce moment, Juzu reçoit un appel de son patron. Son patron ne peut pas croire que cette voix aiguë appartient à Juzu, alors Juzu doit le lui confirmer. Juzu sait que les choses sont bizarres maintenant, mais il assure à son patron qu'il peut encore faire son travail. Le patron est en fait heureux d'entendre cela car il a un travail parfait pour lui. Juzu est impatient de retourner au travail, mais il est choqué quand son patron dit qu'il veut qu'il aille au collège. Il explique qu'il pense inscrire sa fille dans une certaine école privée de niveau intermédiaire l'année prochaine. C'est pourquoi il veut que Juzu s'infiltre dans l'école et l'enquête de l'intérieur. Juzu est furieux car il a l'impression de s'être fait avoir. Son patron a fait semblant que c'était un vrai travail, mais il veut juste qu'il enquête sur une école pour sa fille. Harry pense que c'est une bonne idée parce que Juzu a abandonné ses études avant d'atteindre le collège. Le patron rappelle à Juzu qu'il sera payé pour ce travail comme d'habitude, et cela déclenche quelque chose chez notre héros. Peu de temps après, Kotatu est impressionné alors que Juzu se prépare pour l'école. Juzu se demande pourquoi il doit porter des lunettes, alors Kotatu explique ce qu'elles sont. Les lunettes ont un écouteur, et elles ont aussi une caméra intégrée. Kotatu rappelle à Juzu qu'il est toujours un vieil homme ringard à l'intérieur, donc il va le soutenir. Pendant que Juzu se prépare, il pense à quel point c'est un désastre absolu. Il est vraiment mauvais avec les enfants, et maintenant il doit aller au collège.
Juzu ne peut pas refuser un travail payant, alors il va à l'école. Le premier jour de cours, le professeur de Juzu demande à tout le monde de se présenter. Un enfant dit qu'il veut rejoindre l'équipe de basket et faire de son mieux, quelques filles jasent, et elles disent que ce garçon est plutôt cool. C'est au tour de Juzu, donc il se présente maladroitement. Pendant que les élèves le regardent fixement, Juzu dit qu'il est heureux de les rencontrer tous. Les choses deviennent encore plus gênantes alors qu'il reste là et dit simplement que c'est tout. Il obtient immédiatement une réputation d'être morose, et Kotaku le gronde pour sa présentation terrible. Se fondre dans la classe fait partie du travail de Juzu, alors Kotaku lui dit de faire mieux. Juzu retourne devant la classe et pense à ses loisirs. Rien ne lui vient à l'esprit, alors il décide d'opter plutôt pour une compétence particulière. Juzu ne sait toujours pas quoi dire, et il se demande si le tir de précision compterait comme une bonne réponse. Cela surprend toute la classe, et il se demande s'il est une sorte d'edgelord. Kotaku dit que c'était une réponse terrible, alors Juzu dit qu'il parlait des répliques d'Airsoft. Il aime l'Airsoft et jouer à des jeux de survie. C'est une meilleure réponse, mais certains élèves pensent toujours qu'il est vraiment morose. Un moment plus tard, la journée d'école est enfin terminée. Juzu dit que si le premier jour était comme ça, il n'a pas hâte de ce qui l'attend. Des filles le bousculent, et elle s'excuse en l'appelant « garçon otaku ». Kotaku dit qu'il peut les éliminer s'il veut, mais Juzu dit que ça va. Quand il rentre chez lui, Kotaku révèle qu'il a préparé le dîner pour Juzu. Juzu se demande pourquoi il cuisine dans sa maison, mais il oublie vite quand il réalise à quel point la nourriture est bonne. Kotaku explique que s'il ne préparait rien, Juzu mangerait probablement juste beaucoup d'ail. Un collégien qui pue l'ail va être ostracisé en un rien de temps. La présentation de Juzu était déjà assez mauvaise, donc il ne peut pas continuer à faire des erreurs. Il doit garder son identité cachée, et il doit s'assurer de ne causer aucun problème qui pourrait le faire expulser. L'essentiel est que s'il ne peut pas aller à l'école, alors il ne sera pas payé. Le lendemain, Juzu retourne en classe, mais il ne peut penser qu'à comment étaient les choses quand il était enfant. Il a été recueilli par l'organisation, et on l'a immédiatement mis à l'entraînement. Puis il a été jeté directement sur le terrain pour qu'il puisse commencer à travailler. Il a maintenant 39 ans, et il a tout vécu. Il a été marié et a même une fille. À ce stade de sa vie, étudier ne lui semble pas si grave. Juste à ce moment, quelque chose se déclenche en Juzu alors qu'il découvre ce qu'est vraiment étudier. Il est incroyablement inspiré pour une raison quelconque, et il commence à prendre des notes. Juzu est rempli d'admiration alors qu'il commence à apprendre toutes sortes de nouvelles choses sur les mathématiques. Il n'a jamais pensé au nombre de cette façon, et il ne peut pas croire qu'il y a tout un monde de nombres négatifs. Juzu se perd complètement et prend des notes comme un fou. Le cours finit par se terminer, et Juzu se retrouve en larmes. Il n'a jamais pu vivre ça quand il était plus jeune, et ce n'est que maintenant qu'il réalise qu'étudier est amusant. Mathématiques, sciences, études sociales, et même les arts du langage, Juzu aime tout cela. Apprendre des choses qu'il ne connaissait jamais auparavant et les comprendre à un niveau plus profond. Juzu ne peut pas comprendre ce nouveau sentiment, et il se demande si c'est le contre-coup du fait de n'avoir jamais réfléchi avant. Il évitait d'utiliser son cerveau pour pouvoir baisser la tête et faire son travail. Chaque petite chose qu'on lui enseigne maintenant le frappe plus fort qu'un verre de whisky après un travail bien fait. Cette nuit-là, Kotaku est horrifié, et il se demande si quelque chose ne va pas quand il trouve Juzu dans sa chambre. Juzu est en train d'étudier, mais il dit que c'est un vrai problème. Les cours du collège sont tellement amusants pour lui que c'est accablant. Kotaku ne peut pas comprendre quel est le problème, alors Juzu doit expliquer. Il a fini sa révision et ses devoirs en un rien de temps, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué et a commencé à faire le travail préparatoire de demain. Kotaku aide de la seule façon qu'il connaît, en cuisinant un autre repas extravagant. Le lendemain, nous voyons qu'il y a un étrange individu qui traîne devant l'école. Quand les cours se terminent, Juzu ne peut que se demander ce qu'il va faire. Apprendre a de nouveau été un plaisir pour lui, et il a particulièrement aimé les études sociales. Juzu a pu relier ce qu'il apprenait à sa propre expérience de vie, et cela l'a rendu bien meilleur. Tout n'est pas bon, cependant, car Juzu n'est toujours pas bon avec les enfants. Juste à ce moment, Kotaku fait remarquer qu'il y a une agitation à proximité, un type avec un masque de panda donne un coup de pied au visage d'un garde, et quelques filles rient de lui. Elles trouvent ça hilarant, mais elles sont terrifiées quand le type se précipite sur elles. Ce type est vraiment un étrange individu, et Juzu se demande ce qui ne va pas chez lui. Kotaku fait remarquer que ce sont les filles qui ont eu une attitude envers Juzu avant, donc Juzu ne leur doit aucune aide. Juzu reconnaît qu'elles sont méchantes, mais elles ont aussi le même âge que sa fille. Juzu est aussi à l'âge où il n'est pas assez mesquin pour ne pas aider quelqu'un juste parce qu'il a été méchant avec lui. Kotaku est terrifié en réalisant que Juzu s'apprête à faire quelque chose. Il rappelle désespérément à Juzu qu'il ne peut pas compromettre sa couverture. Juzu lui dit de ne pas s'inquiéter, et il utilise ses compétences incroyables. Il crée une petite distraction en faisant tomber quelque chose des mains d'un élève. Quand l'enfant est distrait, Juzu prend sa boîte de craie et la lance sur le dangereux individu.
Il se déplace ensuite à une vitesse incroyable pour tirer 3 coups. Il frappe la boîte et crée un immense écran de fumée. Kotatsu est émerveillé comme toujours, mais Juzo lui dit de se taire un instant. Il se fraye un chemin à travers la fumée et atterrit un coup de poing dévastateur sur le panda. Juzo est stupéfait, cependant, car ce coup de poing était censé faire tomber le gars. Juzo réalise que ce n'est pas parce que ce type est fort, c'est parce qu'il est devenu un enfant. Le psychopathe réalise qu'il est en danger, alors il sort un bâton de dynamite. Il prévoit d'emmener tout le monde avec lui, mais Juzo est imperturbable. Il utilise son livre pour éloigner la dynamite, et il prévient le gars de ne rien faire de stupide. Le gars finit par s'évanouir, et Juzo tire sur la bombe en l'air. Les filles sont sauvées, et elles réalisent que Juzo est celui qui les a sauvées. Juzo ne peut pas être découvert, alors il le nie. Il dit qu'un parfait inconnu passait par là et qu'il a frappé le dangereux individu. Juzo déclare qu'il n'est qu'un étudiant de collège ordinaire qui vient étudier comme un enfant normal. C'est une chose assez étrange à dire, alors Juzo s'en va. Le lendemain, les autres élèves de la classe de Juzo décident de créer un chat de groupe. Toute la classe se joint, mais ils peuvent dire que Juzo ne semble pas être le genre de personne qui aimerait ce genre de choses. Juzo pense qu'ils ont raison, et il espère qu'ils l'ignorent tout simplement. Juste à ce moment, les filles d'avant disent qu'elles devraient l'inviter. Elles ne sont pas vraiment sûres, mais quelque chose leur dit qu'elles devraient remercier Juzo pour l'autre jour. Juzo se moque de tout cela, et il dit qu'elles peuvent l'ajouter si elles veulent. Cette nuit-là, Juzo commence à regretter sa décision. Le chat de groupe va extrêmement vite, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse suivre ce qu'ils disent. Les notifications n'arrêtent pas de venir, et il ne sait pas comment les arrêter. Juzo implore grâce, et il détermine que le collège est brutal. Plus tard, Juzo pense à quel point il se sent bien mieux qu'après avoir terminé un de ses anciens travaux. Les choses ne sont pas si mal, alors il va continuer encore un moment. Un peu plus tard, Harry l'appelle au sujet de la guêpe. Cette chose n'existe pas dans la nature, et elle a été créée artificiellement. L'entreprise qu'il a créée s'appelle Matsuka Pharmaceuticals, et elle a grandi rapidement au cours des 10 dernières années. Elle est devenue la deuxième plus grande entreprise de tout le pays. Pour rendre les choses encore plus compliquées, la fille du président de l'entreprise est dans la classe de Juzo. Elle s'appelle Norin, et Harry a une suggestion, si Juzo peut entrer en contact avec elle, il pourrait peut-être obtenir des informations utiles. Le lendemain, Kotatsu dit qu'il n'arrive pas à croire que Juzo ait attrapé le virus des études. La seule explication qui lui semble logique, c'est que Juzo apprend tant de choses pour pouvoir appliquer au travail ce qu'il fait sur le terrain. Juzo répond que ce n'est pas le cas, et qu'il étudie simplement parce que c'est amusant. Takara et Baba lui disent bonjour, mais son sourire est plutôt gêné. Comme elles sont maintenant amicales avec lui, elles lui disent qu'il devrait participer plus souvent à la conversation de groupe. Quand il entre en classe, il se souvient que sa mission exige qu'il se lie d'amitié avec Norin. Norin est très populaire, et elle montre son incroyable athlétisme lors d'une course. Tous les garçons l'adulent, mais elle est clairement agacée par eux. Un retour en arrière montre que Juzo s'était opposé à la suggestion d'Harry. Norin n'est que la fille du président de l'entreprise, donc elle ne sait probablement pas grand-chose de leur situation. Harry a été d'accord avec son analyse, mais Norin est leur seul contact pour l'instant. À la fin du cours, Kotatsu dit que Juzo est un solitaire car il ne parle jamais à personne. Juzo fait remarquer qu'il y a un écart de 20 ans entre lui et les autres, donc ce serait plus étrange s'il s'intégrait parfaitement. Juzo aime étudier, mais ce n'est pas la place pour un vieux comme lui. Il dit qu'il vaudrait mieux revenir à la normale et sortir d'ici le plus vite possible. Pour ce faire, il devra parler à Norin pour voir si elle sait quelque chose. Il lui demande si elle a une minute pour parler, mais elle le traite immédiatement de détraqué. Elle n'a aucune envie de lui parler, alors elle lui dit de disparaître. Juzo est pris au dépourvu et il s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Hors de la classe, Juzo s'effondre à cause de cette interaction. La pire chose qu'un vieux puisse entendre, c'est qu'il est un détraqué. Et la façon dont elle l'a dit a rendu les choses 10 fois pires. Juzo est complètement honteux et il s'évanouit. Les autres filles expliquent que Norin déteste vraiment les garçons. Elle est bonne à la fois dans les études et le sport, et ses parents sont très riches. Elle est grande et ressemble à un mannequin, donc les garçons l'invitent toujours à sortir. Norin n'en a absolument rien à faire, alors elle les rejette brutalement sans aucune considération. Même les filles ne traînent pas avec elle parce qu'elle est très difficile d'approche. Kotatsu se demande ce que Juzo va faire, alors Juzo répond qu'il est dans une impasse. Aucun garçon ne pourra jamais obtenir d'informations d'elle, donc il est prêt à abandonner. Juste à ce moment-là, le ventre de Juzo gargouille parce qu'il a faim. Il entre dans son restaurant de ramen local, et il est choqué de découvrir que Norin est celle qui l'accueille. Norin est également horrifié, alors tous deux s'ignorent poliment. Elle finit par lui donner de l'eau et lui demande ce qu'il commande. Juzo commande des ramen avec un œuf, et Norin transmet la commande au chef. Pendant qu'il attend, Juzo se demande ce qui se passe. Norin est la fille d'un des hommes les plus riches, donc ça n'a pas de sens qu'elle travaille dans un restaurant de ramen. Les collégiens n'ont même pas le droit de travailler,
Alors il commence à se demander si ce n'est qu'une fille qui lui ressemble. C'est un énorme mystère, mais Juzo décide de manger avant d'essayer de comprendre. Le ramen est absolument incroyable, bien meilleur qu'il n'y paraissait au premier abord. La qualité des nouilles et des garnitures est à un tout autre niveau par rapport à tout ce qu'il a jamais goûté. Même le bouillon l'envoie dans un autre univers, et il dit que la profondeur de la saveur est absolument incroyable. Juzo est complètement concentré sur sa nourriture, mais Nora l'interrompt. Elle dit que lorsque le restaurant ferme, elle aimerait qu'il la retrouve à l'arrière. Quand il se retrouve, elle se demande ce qu'il fait dans ce quartier. Juzo explique qu'il habite par ici, et Nora maudit sa malchance. Cet endroit est loin de la gare routière et il n'y a aucun lieu de rencontre, donc elle était sûre que ce serait le dernier endroit où quelqu'un de l'école apparaîtrait. Elle supplie alors Juzo de garder le secret pour tout le monde. Ce n'est pas un problème pour lui, alors ils commencent à marcher ensemble. Nora explique qu'elle rentre seule à pied tous les jours après l'école, alors Juzo se demande pourquoi personne ne la conduit. Sa famille est assez riche, donc ça ne poserait probablement pas de problème. Nora explique simplement qu'elle déteste ce genre de choses. Quant au restaurant de ramen, il appartient à son oncle. Elle n'est pas payée, c'est plutôt comme si elle aidait un parent. Nora admet alors que sa famille est extrêmement riche. Elle reconnaît aussi que les gens la trouvent jolie, donc elle ne peut pas nier qu'elle a été bénie. L'inconvénient, c'est que ses parents lui présentent toujours des garçons qu'ils pensent être de bons futurs maris. Les garçons ne savent jamais rien d'elle, et ils la regardent toujours de la même façon. Au fond d'elle-même, Nora ne pouvait que penser à quel point ces garçons étaient dégoûtants. Maintenant qu'elle est au collège, les garçons de sa classe la regardent de la même manière. Juzo est choqué car il réalise maintenant pourquoi elle déteste tant les garçons. Nora est alors étonnamment positive quand elle déclare que c'est pour ça qu'elle veut posséder son propre restaurant de ramen un jour. Juzo est vraiment perplexe car ces deux choses ne semblent pas vraiment liées. Nora explique qu'elle déteste vraiment l'état d'esprit traditionnaliste de sa famille. Il pense que les femmes devraient toujours se marier tôt pour devenir femmes au foyer le plus vite possible. Nora préfère vivre par ses propres forces et perpétuer la saveur des ramen de son oncle. Son oncle est devenu chef de ramen parce qu'il détestait l'idée de ne fréquenter que d'autres riches. Chaque fois que Nora se sentait déprimée, il lui faisait toujours des ramen sans dire un mot. Nora dit que Juzo lui rappelle son oncle, mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Juzo la surprend en disant qu'elle devrait faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'elle est leur fille qu'elle doit vivre comme ses parents le souhaitent. Juzo convient alors que les ramen de son oncle sont délicieux. Nora devient très enthousiaste parce qu'elle adore parler de ramen. Elle était particulièrement heureuse aujourd'hui parce qu'ils l'ont laissé aider à la préparation. Finalement, leur promenade prend fin car Juzo est proche de chez lui. Nora devient très sérieuse et lui rappelle que leur conversation ne signifie pas qu'il peut commencer à se comporter de façon amicale avec elle à l'école. Ils se séparent, mais les choses prennent une tournure sombre quand quelqu'un kidnappe Nora. Juzo n'a pas assez de temps pour l'aider, et il se demande comment une telle chose a pu arriver. C'est plutôt logique car le père de Nora est à la tête d'une grande entreprise impliquée dans des affaires assez louches. Il y a 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait la cibler, alors il dit à Kotatsu de se renseigner. Kotatsu obtient la plaque d'immatriculation, mais il y a de fortes chances qu'elle soit fausse. Juste à ce moment-là, Kotatsu se demande ce que Juzo fait alors qu'il commence à courir. Juzo lui rappelle que son sac contient une balle émettrice, donc il va l'utiliser. Kotatsu n'arrive pas à croire qu'il va essayer de les poursuivre car c'est bien trop tard. Ils conduisent beaucoup trop vite, et ils sont maintenant très loin. Pour rendre les choses encore plus impossibles, la balle émettrice est conçue pour un pistolet. Même si Juzo peut les trouver, le tir serait impossible à réussir. Juzo dit qu'il sait déjà tout cela, et il rappelle à son ami qu'il fait cela depuis des années. Juzo charge son arme avec l'émetteur, mais Kotatsu dit que viser ne veut rien dire d'aussi loin. Juzo lui dit de se taire parce qu'il doit utiliser son instinct. Il vise bien plus haut que le véhicule, et il tire. Incroyablement, il atteint sa cible, et il peut maintenant voir leur position sur son application. Juzo pense alors à comment il n'a goûté à ces délicieux ramen qu'une seule fois. Il part sauver Nora, mais son véritable objectif est de sauver la personne à qui sera transmise la recette des ramen. À la planque, les voyous disent à Nora de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, ce sont de parfaits détraqués, et Nora est dégoûté par eux. Leur chef doit donner une leçon à l'un d'eux et lui rappeler de faire correctement son travail. Il s'excuse auprès de Nora pour le comportement de ce type et dit qu'il mettra fin à ses jours plus tard. En échange, il n'a qu'une seule question. Il veut que Nora lui parle du médicament top secret que l'entreprise de son père développe. Il est sûr qu'elle sait, mais Nora le nie. Malheureusement pour elle, leur client lui a dit que Nora sait. Nora dit qu'elle ne sait pas parce qu'elle n'entend jamais parler du travail de son père. Ces types sont vraiment méchants, et ils sont déterminés à découvrir la vérité. Le chef révèle qu'il sait qu'elle travaille à la boutique de son oncle. Il dit qu'il y est allé la veille, et que la nourriture était détestable. Il n'appellerait même pas ça de la nourriture, et il dit qu'un endroit comme ça devrait être rayé de la carte. Il menace de le réduire en pièces, et Nora est horrifiée. Elle s'écrie et dit que son oncle n'a rien à voir avec ça.
Le type s'en moque et dit simplement que si elle lui dit le secret, alors il se calmera peut-être. Norin ne sait vraiment pas, et elle essaie de réfléchir à ce que pourrait être le secret. Les choses sont sur le point de très mal tourner, mais le type finit par prendre une balle dans la tête. C'est Juzo, et il est furieux que le type ait insulté ses délicieux ramen. Juzo ne peut pas laisser Norin voir qui il est, alors il lui met un sac sur la tête. Les voyous se demandent qui est ce gamin, mais Juzo explique qu'il est bien plus âgé qu'eux. Avant de les réduire en charpie, il leur donne 2 conseils en tant qu'aînés. Premièrement, il dit qu'ils ne devraient pas dire que la nourriture que quelqu'un a préparée pour eux est infecte. Les types l'interrompent avant qu'ils ne puissent finir, alors Juzo les élimine tous. Kotatsu est stupéfait de voir que Juzo a utilisé des munitions non létales. Juzo lui dit simplement qu'il ne met fin à aucune vie pendant qu'il n'est pas en service. Juste à ce moment-là, ils entendent qu'il y a encore beaucoup de criminels dans le bâtiment. Sortir d'ici avec Norin sera impossible, alors Kotatsu se demande ce que Juzo va faire. Juzo déclare qu'ils vont faire un tour, et il place Norin sur une plateforme. Il l'utilise pour surprendre un type et l'assomme. Il rencontre d'autres voyous à l'extérieur de la pièce, mais Juzo se cache derrière la plateforme et les élimine. Norin a la nausée alors qu'il la pousse, mais il n'y a pas de temps pour s'arrêter. Juzo utilise la plateforme pour bloquer d'autres tirs, et il continue à dégager un chemin. Ce bâtiment est assez grand, donc il lui faut du temps pour s'échapper. Quand ils sortent enfin, le type de tout à l'heure réapparaît dans un camion. Il a abandonné l'idée de faire son travail, et il veut maintenant les écraser. Juzo lui tire dessus, mais il découvre que le véhicule est blindé. Kotatsu est horrifié parce que la situation ne fait qu'empirer. Si Juzo était seul, il s'en sortirait peut-être, mais maintenant il doit protéger Norin. Heureusement, Juzo a un plan, il jette Norin hors du chariot. Il lance plutôt le chariot sur le camion, et il jette autre chose qu'il a ramassé en chemin. Son lancer est extrêmement précis, et il fait basculer le camion. Juzo donne enfin son deuxième conseil, et il admet qu'il est peut-être démodé. Il déclare que tout homme qui ne peut pas traiter une femme avec gentillesse est une ordure absolue. Sa mission de sauvetage est enfin terminée, alors il utilise un spray spécial pour endormir Norin. Juste à ce moment-là, Juzo réalise qu'il a oublié son guide d'études à l'intérieur du bâtiment. Le lendemain matin, Norin se demande si tout cela était un rêve. Elle a encore des blessures, ce qui signifie que tout est bien réel. Elle se souvient alors de la voix de la personne qui l'a sauvée, et elle se demande si c'est bien qui elle pense. Elle confronte Juzo et lui demande si c'est lui qui l'a sauvée. Juzo fait comme s'il ne savait pas de quoi elle parle, et il se demande si elle fait référence à la conversation qu'ils ont eue. Il change rapidement de sujet et dit qu'il a une demande. Il aimerait passer de temps en temps pour ses ramen, donc il aimerait qu'elle lui offre son prochain bol. Norin accepte, mais elle dit qu'il ne peut pas ajouter de garniture. Un peu plus tard, Juzo a du mal à rester attentif en cours de maths. Quand il rentre chez lui, il appelle Eri et lui dit qu'il y a quelque chose en classe qu'il ne comprend pas. Il a repris tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, mais cela n'a pas aidé. Juzo demande à Eri si elle est bonne en maths, et elle admet qu'elle est nulle. Il veut qu'elle lui enseigne, mais elle n'a pas de temps pour ça. Elle jongle déjà entre le travail et les tâches ménagères, et en plus, elle essaie de trouver un moyen de le remettre dans son état normal. Juzo ne peut pas contester cela, mais il a quand même besoin d'aide, alors Eri lui dit de simplement demander à son professeur. Juzo dit que le professeur est plus jeune que lui, donc c'est gênant de demander. Eri lui raccroche au nez, et Juzo se rend à la bibliothèque pour trouver la solution par lui-même. Il est vraiment stressé car s'il ne comprend pas cette leçon, il ne pourra pas suivre tout ce qui vient après. Juste à ce moment, un camarade de classe l'approche. Il s'appelle Ryo, et il reconnaît Juzo de la classe. Ryo jette un œil à ce qui pose problème à Juzo et identifie le vrai problème immédiatement. Il explique que Juzo n'a probablement jamais maîtrisé l'arithmétique et les formules à l'école primaire, alors maintenant tout se mélange et le perturbe. Juzo réfléchit et réalise que c'est tout à fait vrai car il passait tout son temps à faire l'idiot à l'époque au lieu de prêter attention. Ryo dit qu'il vient souvent à la bibliothèque pour étudier, alors il propose d'étudier avec Juzo. Juzo accepte, et tous deux se mettent au travail. Un peu plus tard, Juzo obtient un sans faute à son quiz de maths, et il est absolument ravi. Il annonce la bonne nouvelle à Ryo en lui attribuant tout le mérite, mais Ryo fait remarquer que c'est parce que Juzo a travaillé dur pour apprendre les bases. Juzo veut immédiatement offrir un verre à Ryo pour le remercier, et il commence à l'appeler professeur. Dans un restaurant, Ryo bouscule quelqu'un, et le type se fâche vraiment. Il traite Ryo de petit voyou en lui disant de faire plus attention, et Ryo s'excuse. Après s'être assis, Juzo souligne quelque chose qu'il a remarqué quand Ryo lui enseignait chaque jour. Il a vu que Ryo étudiait toujours autant, sinon plus, lui-même. On dirait que Ryo a une sorte d'objectif qu'il vise, ce qui est vraiment impressionnant. Ryo dit à Juzo qu'il a un secret, et il ne veut pas qu'il le révèle à la classe. Juzo accepte, alors Ryo révèle qu'il rêve de devenir médecin un jour. Il explique que sa mère est tombée malade et est décédée quand il était jeune, et que les jours où son père n'était pas là, sa grand-mère prenait soin de lui. Récemment,
la santé de sa grand-mère s'est beaucoup détériorée. C'est pourquoi il a décidé qu'il voulait aider les gens comme sa mère et sa grand-mère à vivre plus longtemps. Juzo est vraiment touché par cela, et il pense à comment il a toujours dit qu'il n'aimait pas les enfants. Il réalise maintenant que la raison est peut-être qu'il ne les a jamais vraiment traités comme des individus. À tout le moins, Ryo est bien plus admirable que Juzo ne pourra jamais le prétendre. Juste alors, ils sont interrompus par le type impoli qui a écouté toute leur conversation. Il traite le rêve de Ryo de devenir médecin de gaspillage d'argent et le traite essentiellement d'idiot d'essayer. Juzo se demande s'il devrait frapper ce type au visage, mais Ryo lui dit de ne pas le faire. Le type se tourne ensuite vers Juzo et dit que buter sur ses devoirs en première année de collège, c'est juste stupide. Il ajoute que faire des efforts quand on n'est pas fait pour ça, c'est juste montrer à quel point on est bête. Ryo semble d'abord abattu, mais c'est lui qui finit par tenir tête au type. Il dit qu'ils en ont assez entendu, et il dit au type que ce qu'il dit n'a rien à voir avec la raison pour laquelle il veut devenir médecin. Il dit aussi que même si le type a raison, il y a quelque chose de profondément malsain chez une personne qui traite les autres d'idiots simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ryo précise qu'il ne veut pas qu'une personne comme celle-là se moque du travail acharné de son ami. Le type essaie de répondre, mais tous les autres clients du restaurant se mettent à le honte. Ils lui disent de s'occuper de ses affaires, et ils le critiquent pour s'en prendre à des enfants. Le type s'en va, complètement humilié, et Juzo dit qu'il a un tout nouveau niveau de respect pour Ryo. Ryo explique qu'il a simplement perdu son calme, mais Juzo trouve que c'était génial. Le type impoli essaie de se venger en les renversant avec son vélo, mais Juzo le voit venir à des kilomètres. Il utilise son rapporteur pour faire tomber le type de son vélo, et lui dit d'aller se calmer. Juzo s'assure qu'il a toujours son précieux ordinateur portable, et le type tombe dans la rivière. Cette nuit-là, Juzo fait un rêve sur la difficulté qu'il avait à parler à sa propre fille. Quand il se réveille, Kotatsu fait remarquer que son appartement est un vrai taudis. Juzo dit qu'il n'a pas appelé la femme de ménage depuis un moment, alors Kotatsu lui dit qu'il devrait nettoyer lui-même. Juzo refuse, et dit que les hommes ne font pas ce genre de choses. Kotatsu n'est pas amusé, et dit à Juzo qu'il a sérieusement besoin de mettre ses valeurs à jour. Un peu plus tard, on apprend que les clubs démarrent à l'école, et tout le monde essaie de décider lequel rejoindre. Juzo dit qu'il devrait probablement éviter les clubs sportifs car ils se feraient trop remarquer. Des gars perdent leur balle de baseball, et Juzo choque tout le monde quand il la leur renvoie très fort. Ryo dit qu'il pense rejoindre le kendo car il en a déjà fait un peu, et il veut l'équilibrer avec ses études. Il demande à Juzo quel club il va rejoindre, et Juzo dit qu'il va probablement éviter les clubs sportifs car ils se feraient trop remarquer. Il considère certains clubs culturels, et il remarque qu'il y a un club d'économie familiale. Juzo suppose qu'il n'y a probablement que des filles, et une voix dit que ce n'est pas une bonne chose à dire. Il s'avère que c'est la grande sœur de Ryo, et elle est aussi la présidente du club d'économie familiale dont Juzo parlait. Elle dit à Juzo que son frère lui a parlé de lui, et elle n'est pas impressionnée par sa façon de penser démodée. Elle dit que l'on soit un homme ou une femme, si on est vivant, on mange, donc cela signifie qu'on doit cuisiner. Aussi, si on fait des déchets, on doit les nettoyer. Elle le dit simplement, tout le monde devrait apprendre à s'essuyer les fesses. Juzo est choqué de l'entendre parler ainsi, mais il comprend immédiatement ce qu'elle veut dire. Elle dit à Juzo qu'ils ont une séance d'essai du club aujourd'hui, et qu'il devrait passer. Juzo hésite, mais elle lui dit que s'il ne se présente pas, elle ne laissera plus Ryo l'aider. Juzo n'en croit pas ses oreilles que quelqu'un menace l'assassin légendaire à propos d'une activité de club, mais il n'a pas le choix. À l'essai, il prépare des boulettes de riz et de la soupe miso, et Juzo est surpris de voir qu'il y a pas mal de garçons ici. La présidente du club lance alors un défi à Juzo. Si cette séance s'avère ennuyeuse, elle s'occupera de tous ses besoins quotidiens pour les 6 prochains mois, mais s'il s'amuse, il devra rejoindre le club. La séance d'essai commence, et Juzo se met au travail pour préparer la nourriture. Il travaille très dur, et il est même impressionné par la qualité du résultat. Quand c'est fini, la présidente du club lui demande ce qu'il en pense. Juzo essaie de faire le cool et dit que c'était juste correct. Il essaie ensuite d'appeler cela un match nul car ce n'était pas ennuyeux, mais cela ne l'a pas non plus assez ému pour vouloir rejoindre le club. La présidente dit que le concours n'est pas encore terminé car il doit encore profiter de ses restes. Alors que Juzo rentre chez lui, Kotatsu dit qu'il l'a entendu apprécier la nourriture. Juzo admet que c'était bon, mais ce n'était vraiment pas suffisant pour lui donner envie d'adhérer. Juzo envoie une partie de la nourriture à Eri, et elle l'appelle. Eri dit que Kozu et elle l'ont déjà mangé, et elle passe le téléphone à leur fille. Juzo est pris au dépourvu, et Kozu le remercie pour la nourriture. Un flashback révèle ce que la présidente lui a dit à propos des restes. Elle lui a dit de faire manger la nourriture qu'il a préparée à quelqu'un d'important pour lui. Cuisiner pour soi-même est une chose, mais cuisiner pour quelqu'un d'autre est 100 fois plus amusant. De retour au présent, Kozu dit à Juzo que la nourriture était vraiment délicieuse. Après l'appel, Juzo soupire en réalisant qu'il a peut-être perdu un pari. Dès le lendemain, Juzo s'inscrit au club d'économie familiale. Dans le couloir,
Il voit Norin, qui s'est également inscrite au même club. Ils sont tous les deux perplexes car aucun donné du genre à rejoindre l'économie familiale. Juzo explique que sa situation est compliquée, mais il est plus intéressé par la raison pour laquelle elle rejoint. Norin explique qu'elle a pensé que cela pourrait l'aider à faire plus au restaurant de ramen. Elle précise aussi très clairement qu'il ne doit le dire à personne. Il ne doit pas non plus devenir trop ami avec elle simplement parce qu'ils sont dans le même club. Juste à ce moment, Juzo reçoit un appel de Kotatsu, et il sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Kotatsu lui dit qu'il a de mauvaises nouvelles concernant la façon de retrouver sa forme originale. Il dit que la conclusion est que Juzo doit épouser Norin. Juzo n'en croit pas ses oreilles, et demande à Kotatsu de s'expliquer. Kotatsu révèle que Mitsuoka Pharmaceuticals vient de publier une annonce majeure disant que celui ou celle qui épousera Norin héritera de toute l'entreprise. Juzo ne comprend pas pourquoi cette annonce a été faite car elle ne ferait que provoquer des réactions négatives. Kotatsu pense savoir pourquoi, et il rappelle à Juzo ce que le ravisseur a dit. Le ravisseur croyait que Norin avait une sorte de secret lié au médicament top secret de son père. Cela semble être considéré comme une information très crédible en coulisses. Pour faire simple, la force brute ne fonctionnera pas contre Mitsuoka Pharmaceuticals. La seule façon de découvrir le secret de la guêpe est d'hériter de l'entreprise. Cela signifie que la nouvelle mission de Juzo est de devenir le fiancé de Norin. Juzo rejette immédiatement l'idée et rappelle à Kotatsu qu'il est un homme divorcé qui approche de la quarantaine. Rien de tout cela ne lui semble juste, et il n'est pas sur le point de devenir le fiancé d'une collégienne. Plus tard, Juzo va manger des ramen au restaurant de ramen de Norin. Il dit que chaque fois qu'il mange ici, il peut oublier tous ses problèmes. Il se dit qu'il n'y a aucune chance qu'un vieux type comme lui puisse réussir à devenir le fiancé de Norin. Il est peut-être de retour à la case départ pour retrouver son corps, mais quoi qu'il arrive, advienne que pourra. Il paie Norin pour les ramen, et il voit que quelque chose la tracasse. Il a entendu que les choses ont été difficiles pour elle récemment car les gens l'ont draguée depuis l'annonce. Son service au travail est terminé, alors son oncle dit qu'elle peut rentrer chez elle. Alors qu'ils marchent ensemble, Norin se confie à Juzo sur sa frustration envers son père. Elle dit qu'il ne rentre presque plus à la maison, et qu'elle ne veut plus jamais voir son visage. Elle est très contrariée par l'annonce, mais Juzo n'écoute même pas. Il dit que ça a l'air plutôt mauvais, et elle n'en croit pas qu'il n'écoute pas vraiment. Elle devient très frustrée mais admet que c'est plutôt agréable. C'est le genre d'échange sans but qu'elle veut avoir avec des amis. Elle se demande si elle rencontrera quelqu'un au club, et elle réalise qu'elle est en quelque sorte amie avec Juzo. Le lendemain, Juzo va au club prêt à apprendre à s'essuyer les fesses. Juste à ce moment, la présidente révèle qu'ils ont un petit problème. Le club a été inondé de candidatures, et la plupart sont ici à cause de Norin. Un groupe de gars essaie de rejoindre le club juste pour s'approcher d'elle. Les gars sont très agaçants, et Norin est submergée. Elle croise le regard de Juzo et se décide. Elle dit à tout le monde de se taire car elle veut clarifier une chose. Elle dit qu'elle a déjà un petit ami, et elle attrape Juzo. Elle annonce qu'il est son petit ami, et tout le monde est stupéfait. Norin et Juzo fuient leurs camarades de classe, qui veulent en savoir plus sur ce qu'elle a dit à propos d'avoir un petit ami. Ils finissent par les semer, et une fois seule, Norin s'excuse immédiatement. L'activité du club qu'elle attendait avec impatience a été complètement gâchée, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, tout son stress accumulé a explosé. Juzo déteste la situation, mais Kotatsu fait remarquer que, techniquement, cela signifie que sa mission est accomplie. Juzo n'est pas un pervers, cependant, et il dit qu'il n'envisagerait même pas d'épouser une fille du même âge que sa fille. Norin fait alors une requête, et elle admet qu'elle sait que c'est égoïste. Elle demande à Juzo de jouer le rôle de son petit ami, et il n'en croit pas ses oreilles. Norin explique que si les gens pensent qu'elle a un petit ami, cela devrait aider à éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Elle continue de supplier Juzo, alors il finit par accepter. Il précise très clairement, cependant, que c'est strictement pour de faux. Quelques jours plus tard, on voit que Juzo subit déjà les conséquences de leur arrangement. Un groupe de garçons le frappe, et il lui donne deux choix, soit il fait leurs courses tous les jours, soit il laisse tomber Norin. Juzo essaie de s'échapper, et il réfléchit à la situation. Il pourrait battre ces types facilement, mais il ne veut pas être suspendu. Il leur échappe en sautant d'une corniche, et les brutes sont choqués parce qu'ils sont au 3e étage. Il atterrit parfaitement sur un tapis, et il s'excuse d'interrompre un cours de gym. Quand Juzo retourne en classe, il ne peut s'empêcher de remarquer que tout le monde est en train de raconter des ragots. Tout le monde sait qu'il sort avec Norin maintenant, et les garçons s'en prennent à lui à cause de cela. Juzo n'a accepté de le faire que parce que ce devait être pour de faux, et il se demande si cela va durer tout le temps. Takata et Baba lui disent qu'ils ont tout vu, et ils sont impressionnés qu'il s'en soit sorti. Juzo est agacé qu'ils aient simplement regardé au lieu d'aider, mais il pensait qu'il gérerait la situation, et c'est ce qu'il a fait. Baba l'avertit, cependant, que les choses pourraient devenir bien pires. Leur école est une méga école assez célèbre, et il y a des gars haut de gamme partout. Parmi les rangs supérieurs, il y a un groupe particulièrement effrayant appelé les unicornes.
Ils ont le look, la personnalité, et chacun d'eux possède un talent de premier ordre. Ils sont les meilleurs parmi les meilleurs, et ils ont une quantité folle de charisme en plus de leurs compétences. La rumeur dit qu'ils sont tous après Norin. Il y a des chances qu'ils s'en prennent à Juzo tôt ou tard, alors Baba lui souhaite bonne chance. Ce soir-là, Kotatsu suggère qu'il serait peut-être bon d'abandonner complètement cette histoire de faux petit ami. Il fait remarquer que Juzo n'a aucune intention d'épouser Norin, donc il n'y a aucune raison de continuer. Kotatsu dit ensuite qu'il a une autre nouvelle ennuyeuse. La pègre est après le secret des recherches de Mitsuoka Pharmaceuticals sur les guêpes et leurs médicaments anti-âge également. Les criminels ont réalisé que les menaces et la force brute ne fonctionneraient pas. On parle maintenant que d'autres organisations pourraient envoyer des agents d'élite de niveau collège pour infiltrer. Leur objectif serait aussi de devenir le futur mari de Norin. Cela signifie que Norin va être ciblé par des gars de haut niveau des deux côtés de la société. Cela inclut les unicornes et Dieu sait combien d'agents assassins. Il y aura une concurrence mortelle autour d'elle, alors Kotatsu se demande si Juzo se lance aussi dans la course. Les choses ne font qu'empirer, et Juzo est très frustré. Le lendemain, Norin s'approche de Juzo et lui dit qu'elle a réfléchi à leur situation. Elle dit qu'il n'a plus besoin de jouer le rôle de son petit ami parce que cela semble lui causer énormément de problèmes. Elle s'excuse et dit que c'est quelque chose qu'elle devrait gérer elle-même. Sa première solution est d'arrêter de venir au club d'économie familiale. Elle lui dit qu'il devrait quand même passer pour les ramen, et qu'elle pourrait se confier à lui de temps en temps. Avant que Juzo ne puisse répondre, un garçon apparaît et l'interrompt. Il dit à Juzo d'arrêter de fuir et dit que personne n'accepte qu'un loser comme lui soit le petit ami de Norin. Norin dit que Juzo n'est plus son petit ami, et il dit au garçon d'arrêter de l'embêter. Le garçon lui demande immédiatement de sortir avec lui à la place, mais Norin n'est pas intéressé. Il essaie de dire qu'il est fort et qu'il peut la protéger, mais Norin continue de le rejeter. Ce garçon est très insistant, cependant, et il ne laisse pas Norin dire non, alors Juzo en a assez vu. Il déclare qu'ils sont toujours ensemble, et il dit au garçon de ne pas toucher à sa fille. Tout le monde est choqué, et Juzo ordonne au garçon de disparaître. Kotatsu se demande ce qu'il fait, et Juzo admet qu'il continue simplement le jeu. Quand Kotatsu lui demande pourquoi, Juzo dit qu'il n'y a pas de raison précise. S'il devait en choisir une, ce serait le fait que ces types sont bien trop insistants, et les vieux comme lui n'aiment pas ça. Peu importe qui c'est, si ce sont des ennuis, alors il s'en débarrassera. Le garçon est furieux, et il révèle qu'il s'entraîne avec des hommes adultes à la salle de sport. Il avertit Juzo qu'il devrait réfléchir attentivement avant de parler. Le garçon essaie de donner un coup de poing, mais Juzo l'arrête facilement. Il terrifie le garçon et lui dit qu'il devrait peut-être passer un peu plus de temps à s'entraîner. Norin remercie Juzo après, et Juzo lui dit qu'il continuera à jouer le petit ami un peu plus longtemps. Sa vraie raison est qu'il ne veut pas manger de bons ramen et ensuite l'écouter se plaindre de ce qui s'est passé. Norin le remercie, mais elle fait remarquer que la phrase qu'il a utilisée à propos de ne pas toucher à sa fille était vraiment nulle. Ça ne sonnait pas juste parce qu'aucun collégien ne parle comme ça. Au loin, on voit que quelqu'un a observé toute la scène. Il a regardé Juzo attentivement, et il n'a pas pu s'empêcher de remarquer ses compétences exceptionnelles. Il dit qu'avec ses mouvements, Juzo pourrait être dans le même métier que lui. Il détermine que Juzo pourrait être plus coriace que prévu en tant que rival amoureux dans cette mission. Un regard dans le passé montre à quel point ce gars est fort. Il a rencontré quelqu'un et l'a facilement détruit. Il a été approché par son employeur, qui a dit que ses compétences étaient très bonnes pour quelqu'un de son âge. L'homme appartenait à une organisation, et il était heureux de voir quelqu'un avec un talent rare. Sa prochaine mission était d'infiltrer le collège de Norin et de devenir son fiancé. Le gars l'a appelé « bébé au visage de bébé » et lui a souhaité bonne chance. De retour à l'école, Norin se demande si Juzo est secrètement très fort. Juzo nie nerveusement et dit qu'il n'a jamais eu de combat de toute sa vie. Norin fait remarquer que le gars qui l'a effrayé l'autre jour avait l'air plutôt costaud, et Juzo dit que c'était juste un coup de chance. Norin est toujours très méfiante envers lui, et Juzo fait de son mieux pour paraître normal. Kotatsu rit et dit que son patron est interrogé par une collégienne. Norin passe à autre chose parce qu'ils ne sont pas vraiment ensemble, et il peut garder autant de secrets qu'il veut. Elle change ensuite de sujet et dit à Juzo que son père lui a envoyé quelque chose au hasard. C'est un stylo-plume, et ce qui n'a pas de sens, c'est qu'il lui a dit de le donner à son petit ami, et il connaissait même le nom de Juzo. Juzo se demande pourquoi il ferait ça, mais Norin n'en a aucune idée. Dans le couloir, un élève transféré arrive, et toutes les filles racontent à quel point il est cool. Il est très grand, et toutes les filles deviennent immédiatement folles de lui. Il est présenté à la classe, et Kotatsu se méfie immédiatement de lui. Juzo est du même avis car c'est trop de coïncidence qu'un élève transféré apparaisse à un moment pareil. Juzo peut sentir qu'il y a quelque chose dans sa présence, et il détermine qu'un autre professionnel vient d'arriver. Juzo prend cela très au sérieux parce que ce gars est là pour devenir le fiancé de Norin. Le professeur le présente sous le nom de Shine Kozami. Les filles de la classe sont très excitées parce qu'enfin quelqu'un de cool est arrivé. Sa présentation ne se passe pas bien, cependant,
quand le professeur lui dit de dire quelque chose sur lui-même. Shine se fiche devant tout le monde, et il n'arrive pas à sortir un mot. Il finit par dire un tas de mots hachés, et personne ne le comprend. C'est un désastre complet, et les élèves applaudissent gênés. Juzo n'arrive pas à croire que ce gars soit un pro car il vient de craquer devant tout le monde. Le professeur lui fait juste prendre sa place, et Norin dit qu'elle est ravie de le rencontrer. Shine s'effondre sur lui-même, et il pense à quel point Norin est mignonne. Il n'a vu que des photos d'elle, mais elle ne lui rendait pas justice. Il pense qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse flirter avec une fille aussi mignonne, mais c'est un travail, donc il doit tenir le coup. Il donne à Norin une lettre lui demandant de le rejoindre dans la cour après l'école. Norin est choquée, et elle se demande si elle vient vraiment de recevoir la lettre d'amour la plus bâclée de tous les temps. Malgré son anxiété sociale paralysante, les filles l'aiment toujours. Plus tard, Norin montre la lettre à Juzo. Elle veut qu'il vienne avec elle puisque c'est essentiellement le but de l'arrangement du faux petit ami. Il s'avère que Shine est juste là. Il explique qu'il savait qu'elle avait un petit ami, mais que sa présence ici complique les choses. Norin est choqué parce qu'il sonne complètement différent de ce qu'il était en classe. Norin se demande ce qui a changé, et elle est choquée de voir que Shine a une tétine dans la bouche. Shine explique qu'il a une peur panique du trac, mais qu'il se calme chaque fois qu'il agit comme un bébé. Juzo pense que la pègre est pleine d'originaux, mais que ce gars est vraiment quelque chose. Shine veut discuter de ce qu'il a écrit dans la lettre, mais Norin lui rappelle qu'elle a un petit ami. Shine dit qu'il ne peut pas se retenir parce que ça a été le coup de foudre. Il veut qu'elle lui donne une chance, et il plonge son regard dans les yeux de Norin. Elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il n'est pas si mauvais. La façon dont il la regarde lui fait manquer un battement de cœur, et il y a quelque chose d'hypnotique chez lui. Bien sûr, c'est bizarre qu'il ait une tétine, et Norin pense à comment elle devrait le rejeter. Elle décide de lui donner un coup de poing dans la figure. Norin révèle qu'elle peut voir qu'il ne l'aime même pas vraiment. Ce qui la met le plus en colère, c'est qu'elle a l'impression qu'il est forcé de faire ça. Elle dit que si quelqu'un lui dit ce qu'il ressent vraiment, elle lui donnera une vraie réponse. Cependant, si quelqu'un vient à elle avec une déclaration d'amour qui est une blague, elle prend soin de le frapper. Shine est soufflé par sa franchise et sa force, et il déclare qu'il n'est pas vraiment amoureux. Shine imagine qu'elle soit sa petite amie, et il pense que cela le rendrait très heureux. Il s'excuse rapidement et admet qu'elle avait complètement raison sur tout. Il lui répète qu'il l'aime vraiment cette fois. Il tourne ensuite son attention vers Juzo et lance un coup de pied de nulle part. Juzo l'esquive, et il est choqué de voir que Shine s'est retrouvé derrière lui. Shine pense à comment il sait que Juzo est dans le même métier. Son plan initial était de faire une impression et de prendre son temps. Cependant, après avoir rencontré Juzo, tout a changé. Au lieu de cela, il défie Juzo en duel avec sa position de fiancé de Norin en jeu. Il révèle que le stylo plume envoyé par le père de Norin est en fait la preuve de qui est le fiancé officiel. De plus, une fois qu'un duel est lancé, il doit être accepté. Shine dit que ces directives ont été officiellement annoncées, alors Norin vérifie son téléphone. Kotatsu confirme que si Juzo perd, le rôle change automatiquement de main. Juzo dit que cela devient de plus en plus ennuyeux parce que ce gars pensait qu'il pouvait juste voler Norin. Juzo déclare qu'il se moque des duels ou de quoi que ce soit d'autre. Il refuse simplement de livrer Norin, donc il accepte le défi. Norin lit l'annonce qui dit « Celui qui tient le stylo plume à la fin sera son fiancé ». En classe, les autres filles n'arrivent pas à y croire, et elles rient de la terrible situation dans laquelle se trouve Juzo. Norin est horrifiée, et elle se sent sur le point d'être malade. Elle déteste que les gens fassent un spectacle en se battant pour elle. Elle révèle que Juzo ne faisait cela que parce qu'elle lui avait demandé de jouer le rôle de son faux petit ami. Elle n'avait jamais prévu de sortir avec qui que ce soit en premier lieu, et maintenant toute cette histoire est un gâchis. Juzo dit qu'il n'est plus possible de reculer, mais qu'il ne perdra pas, quel que soit le type de match. Après l'école, une énorme foule se rassemble pour regarder le duel. Les spectateurs n'arrivent pas à croire que cela se passe vraiment, et Shine explique les règles. Le match durera 1 heure, et l'objectif de Shine est de faire en sorte que Juzo mette une tétine dans sa bouche. Si Juzo peut survivre à l'heure entière sans qu'on lui en enfonce une, alors il gagne. Les filles rient de ce duel fou, et Shine se demande quelle vie il mène. Shine prend alors un moment pour avouer son amour à Norin. Il dit qu'il veut utiliser ses genoux comme oreiller après avoir gagné, mais Norin est juste agacé. Shine explique qu'ils utiliseront un sablier, et qu'une heure exacte se sera écoulée lorsque le dernier grain tombera. Le duel commence, et Shine déchaîne une pluie de coups de poing. Même en se préparant, Juzo peut voir que les compétences de Shine sont réelles. Juzo ne peut pas révéler ses véritables capacités, donc il doit esquisser toutes les attaques de Shine de la manière la plus pathétique possible. Bien sûr, Shine est incroyablement dangereux, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Juzo rentre dans l'école, sachant qu'il doit simplement tenir le coup pendant une autre heure. Les étudiants remarquent que Juzo esquive réellement les attaques de Shine, et ils se demandent si c'est juste de la chance. Cela fait longtemps que Juzo n'a affronté quelqu'un d'aussi bon, et cela inclut avant qu'il ne devienne cette version plus jeune de lui-même. Alors que le combat continue,
Shine dit à Juzo qu'après que Norin l'a rejeté, il a pensé à ce qui les distinguait. Il a déterminé que c'était parce que l'un d'eux est un bébé et l'autre non. Cependant, il a réalisé que s'ils étaient tous les deux des bébés, alors il serait le supérieur. Juzo n'a aucune idée de quoi il parle, et il doit esquisser plusieurs tentatives de Shine pour lui mettre une tétine dans la bouche. Shine lui dit d'essayer la tétine parce qu'il pourrait aimer ça. Les tentatives de Shine deviennent plus vicieuses alors qu'il déclare qu'il est amoureux de Norin. Il demande ensuite à Juzo si ses sentiments pour Norin sont plus forts que les siens. Juzo y pense honnêtement et admet en lui-même qu'il n'a aucun sentiment romantique pour Norin. C'est un homme adulte, et il n'a accepté cela que parce qu'il est devenu têtu. Alors qu'il pense à cela, il commence à accepter que perdre ce duel ne serait peut-être pas la pire issue. Juste au moment où il l'accepte presque, une image de sa fille lui vient à l'esprit. Il se ressaisit et se rappelle que c'est plus que de l'entêtement. Avec environ une minute restante, les deux se retrouvent à l'extérieur. Shine lance la tétine dans l'autre direction, et tout le monde se demande si le duel est terminé. Shine confirme qu'il l'est, mais ce n'est pas ce qu'il pense. Il a en fait tendu un piège, et il explique qu'il n'a jamais dit qu'il n'y aurait qu'une seule tétine. Plusieurs tétines couvrent ce gars, et elles volent toutes vers Juzo. Juzo les esquive, mais il est immédiatement pris. Il réalise que Shine lui a laissé une voie de fuite exprès pour qu'il tombe dans un autre piège. Ce piège suivant assure que Juzo marchera sur un râteau. De manière classique, le râteau vole droit vers son visage, et il a une tétine au bout. La foule crie parce qu'il n'y a aucun moyen pour Juzo de le bloquer. Tout le monde est sûr que la tétine va aller dans sa bouche, mais ils sont choqués quand le râteau s'arrête. Tout le monde est sans voix, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Il s'avère que Shine l'a bloqué avec une ficelle entre deux arbres. Shine est émerveillé parce que Juzo a utilisé des couteaux à sculpter le bois qu'il a trouvé dans la salle de classe. Il les a lancés dès que Shine a déclenché son premier piège, et son timing était parfait. Le temps est écoulé, et la foule n'arrive pas à croire que Juzo a réellement gagné. Shine réalise que son amour a en fait perdu, et il s'excuse. Juzo admet qu'il ne sait pas si ses sentiments sont plus forts que ceux de Shine. Il ressent quelque chose pour Norin, ce n'est juste pas la même chose que ce que Shine ressent. Juzo admet qu'il vient seulement de réaliser qu'il projetait Kozu sur Norin. Il y a tellement de choses qu'il n'a pas pu faire pour Kozu, et il ne veut pas que Norin finisse malheureuse. Plus tard, Norin dit qu'elle ne sait pas comment gérer deux garçons qui se battent en duel pour elle. Le club d'économie familiale accueille ensuite son nouveau membre, et il s'avère que c'est Shine. Il déclare qu'il n'abandonne pas Norin, et Norin lui dit qu'il devrait vraiment le faire. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.